Chapitre IV des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre IV. L'épaule d'Athos, le baudrier de Porthos et le mouchoir d'Aramis. D'Artagnan, furieux, avait traversé l'antichambre en 3 bonds et s'élançait sur l'escalier, dont il comptait descendre les degrés 4 à 4, lorsque, emporté par sa course, il alla donner tête baissée dans un mousquetaire qui sortait de chez M. de Tréville par une porte de dégagement et, le heurtant du front à l'épaule, lui fit pousser un cri, ou plutôt un hurlement. Excusez-moi, dit D'Artagnan, essayant de reprendre sa course. Excusez-moi, mais je suis pressé. À peine avait-il descendu le premier escalier qu'un poignet de fer le saisit par son écharpe et l'arrêta. Vous êtes pressé, s'écria le mousquetaire, pâle comme un linceul. Sous ce prétexte, vous me heurtez. Vous dites excusez-moi, et vous croyez que cela suffit? Pas tout à fait, mon jeune homme. Croyez-vous, parce que vous avez entendu M. de Tréville nous parler un peu cavalièrement aujourd'hui, que l'on peut nous traiter comme il nous parle? Détrompez-vous, compagnon, vous n'êtes pas M. de Tréville, vous. Ma foi, répliqua D'Artagnan, qui reconnut Athos, lequel, après le pansement opéré par le docteur, regagnait son appartement. Ma foi, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai dit excusez-moi. Il me semble donc que c'est assez. Je vous répète cependant, et cette fois, c'est trop peut-être, parole d'honneur, je suis pressé, très pressé. Lâchez-moi donc, je vous prie, et laissez-moi aller où j'ai affaire. Monsieur, dit Athos en le lâchant, vous n'êtes pas poli. On voit que vous venez de loin. D'Artagnan avait déjà enjambé 3 ou 4 degrés, mais à la remarque d'Athos, il s'arrêta court. Morbleu, monsieur, dit-il, de si loin que je vienne, ce n'est pas vous qui me donnerez une leçon de belles manières, je vous en préviens. Peut-être, dit Athos. Ah, si je n'étais pas si pressé, s'écria D'Artagnan, et si je ne courais pas après quelqu'un. Monsieur l'homme pressé, vous me trouverez sans courir, moi, entendez-vous? Et où cela, s'il vous plaît? Près des Carmes Deschaux. À quelle heure? Vers midi. Vers midi, c'est bien, j'y serai. Tâchez de ne pas me faire attendre, car à 12:15, je vous préviens que c'est moi qui courrai après vous et vous couperai les oreilles à la course. Bon, lui cria D'Artagnan, on y sera à 12:10. Et il se mit à courir comme si le diable l'emportait, espérant retrouver encore son inconnu, que son pas tranquille ne devait pas avoir conduit bien loin. Mais, à la porte de la rue, causait Porthos, avec un soldat aux gardes. Entre les deux causeurs, il y avait juste l'espace d'un homme. D'Artagnan crut que cet espace lui suffirait, et il s'élança pour passer comme une flèche entre eux deux. Mais D'Artagnan avait compté sans le vent. Comme il allait passer, le vent s'engouffra dans le long manteau de Porthos, et D'Artagnan vint donner droit dans le manteau. Sans doute, Porthos avait des raisons de ne pas abandonner cette partie essentielle de son vêtement, car, au lieu de laisser aller le pan qu'il tenait, il tira à lui, de sorte que D'Artagnan s'enroula dans le velours par un mouvement de rotation qu'explique la résistance de l'obstiné Porthos. D'Artagnan, entendant jurer le mousquetaire, voulut sortir de dessous le manteau qui l'aveuglait, et chercha son chemin dans le pli. Il redoutait surtout d'avoir porté atteinte à la fraîcheur du magnifique baudrier que nous connaissons. Mais, en ouvrant timidement les yeux, il se trouva le nez collé entre les deux épaules de Porthos, c'est-à-dire précisément sur le baudrier. Hélas,
comme la plupart des choses de ce monde qui n'ont pour elles que l'apparence, le baudrier était d'or par devant et de simple buffle par derrière. Porthos, en vrai glorieux qu'il était, ne pouvant avoir un baudrier d'or tout entier, en avait au moins la moitié. On comprenait dès lors la nécessité du rhume et l'urgence du manteau. Ventrebleu, cria Porthos, faisant tous ses efforts pour se débarrasser de D'Artagnan qui lui grouillait dans le dos. Vous êtes donc enragé de vous jeter comme cela sur les gens? Excusez-moi, dit D'Artagnan, reparaissant sous l'épaule du géant, mais je suis très pressé, et je cours après quelqu'un, et... Est-ce que vous oubliez vos yeux quand vous courez par hasard? Demanda Porthos. Non, répondit D'Artagnan piqué. Non, et grâce à mes yeux, je vois même ce que ne voient pas les autres. Porthos comprit ou ne comprit pas, toujours est-il que, se laissant aller à sa colère, monsieur, dit-il, vous vous ferez étriller, je vous en préviens, si vous vous frottez ainsi aux mousquetaires. Étriller, monsieur, dit D'Artagnan, le mot est dur. C'est celui qui convient à un homme habitué à regarder en face ses ennemis. Ah, pardieu, je sais bien que vous ne tournez pas le dos aux vôtres, vous. Et le jeune homme, enchanté de son espièglerie, s'éloigna en riant à gorge déployée. Porthos s'écuma de rage et fit un mouvement pour se précipiter sur D'Artagnan. Plus tard, lui cria celui-ci, quand vous n'aurez plus votre manteau. À 1 heure donc, derrière le Luxembourg. Très bien, à 1 heure, répondit D'Artagnan en tournant l'angle de la rue. Mais, ni dans la rue qu'il venait de parcourir, ni dans celle qu'il embrassait maintenant du regard, il ne vit personne. Si doucement qu'eût marché l'inconnu, il avait gagné du chemin. Peut-être, aussi, était-il entré dans quelque maison. D'Artagnan s'informa de lui à tous ceux qu'il rencontra, descendit jusqu'au bac, remonta par la rue de la Seine et de la Croix-Rouge. Mais rien, absolument rien. Cependant, cette course lui fut profitable en ce sens qu'à mesure que la sueur inondait son front, son cœur se refroidissait. Il se mit alors à réfléchir sur les événements qui venaient de se passer. Ils étaient nombreux et néfastes. Il était 11 heures du matin à peine, et déjà la matinée lui avait apporté la disgrâce de M. de Tréville, qui ne pouvait manquer de trouver un peu cavalière la façon dont D'Artagnan l'avait quitté. En outre, il avait ramassé 2 bons duels avec 2 hommes capables de tuer chacun 3 d'Artagnan, avec 2 mousquetaires enfin, c'est-à-dire avec 2 de ces êtres qu'il estimait si fort qu'il les mettait, dans sa pensée et dans son cœur, au-dessus de tous les autres hommes. La conjecture était triste. Sûr d'être tué par Athos, on comprend que le jeune homme ne s'inquiétait pas beaucoup de Porthos. Pourtant, comme l'espérance est la dernière chose qui s'éteint dans le cœur de l'homme, il en arriva à espérer qu'il pourrait survivre, avec des blessures terribles, bien entendu, à ces 2 duels, et, en cas de survivance, il se fit pour l'avenir les réprimandes suivantes. Quel écervelé je fais, et quel butor je suis! Ce brave et malheureux Athos était blessé juste à l'épaule, contre laquelle je m'en vais, moi, donner de la tête comme un bélier. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'il ne m'ait pas tué raide. Il en avait le droit, et la douleur que je lui ai causée a dû être atroce. Quant à Porthos... Oh, quant à Porthos, ma foi, c'est plus drôle. Et, malgré lui, le jeune homme se mit à rire, tout en regardant néanmoins si ce rire isolé et sans cause aux yeux de ceux qui le voyaient rire n'allait pas blesser quelque passant. Quant à Porthos, c'est plus drôle, mais je n'en suis pas moins un misérable étourdi. Se jette-t-on ainsi sur les gens sans dire gare? Non. Et va-t-on leur regarder sous le manteau
pour y voir ce qu'il n'y est pas. Il m'eût pardonné, bien certainement. Il m'eût pardonné si je n'eusse pas été lui parler de ce maudit baudrier. À mots couverts, c'est vrai. Oui, couverts joliment. Ah, maudit gascon que je suis! Je ferais de l'esprit dans la poêle à frire. Allons, D'Artagnan, mon ami, continua-t-il, se parlant à lui-même avec toute l'aménité qu'il croyait se devoir. Si tu en réchappes, ce qui n'est pas probable, il s'agit d'être à l'avenir d'une politesse parfaite. Désormais, il faut qu'on t'admire, qu'on te cite comme modèle. Être prévenant et poli, ce n'est pas être lâche. Regardez plutôt Aramis. Aramis, c'est la douceur, c'est la grâce en personne. Eh bien, personne ne s'est-il jamais avisé de dire qu'Aramis était un lâche? Non, bien certainement, et désormais, je veux en tout point me modeler sur lui. Ah, justement, le voici. D'Artagnan, tout en marchant et en monologuant, était arrivé à quelques pas de l'hôtel d'Aiguillon, et devant cet hôtel, il avait aperçu Aramis causant gaiement avec trois gentilshommes des gardes du roi. De son côté, Aramis aperçut D'Artagnan. Mais comme il n'oubliait point que c'était devant ce jeune homme que M. de Tréville s'était si fort emporté ce matin, et qu'un témoin des reproches que les mousquetaires avaient reçus ne lui était d'aucune façon agréable, il fit semblant de ne pas le voir. D'Artagnan, tout entier, au contraire, à ses plans de conciliation et de courtoisie, s'approcha des quatre jeunes gens en leur faisant un grand salut, accompagné du plus gracieux sourire. Aramis inclina légèrement la tête, mais ne sourit point. Tous quatre, au reste, interrompirent à l'instant même leur conversation. D'Artagnan n'était pas assez niais pour ne point s'apercevoir qu'il était de trop, mais il n'était pas encore assez rompu aux façons du beau monde pour se tirer galamment d'une situation fausse comme l'est, en général, celle d'un homme qui est venu se mêler à des gens qu'il connaît à peine et à une conversation qui ne le regarde pas. Il cherchait donc en lui-même un moyen de faire sa retraite le moins gauchement possible, lorsqu'il remarqua qu'Aramis avait laissé tomber son mouchoir et, par mégarde sans doute, avait mis le pied dessus. Le moment lui parut arrivé de réparer son inconvenance. Il se baissa et, de l'air le plus gracieux qu'il put trouver, tira le mouchoir de dessous le pied du mousquetaire. Quelques efforts que celui-ci fit pour le retenir, et lui dit en le lui remettant: je crois, monsieur, que voici un mouchoir que vous seriez fâché de perdre. Le mouchoir était en effet richement brodé et portait une couronne et des armes à l'un de ses coins. Aramis rougit excessivement et arracha plutôt qu'il ne prit le mouchoir des mains du Gascon. Ah, ah, s'écria l'un des gardes, diras-tu encore, discret Aramis, que tu es mal avec madame de Bois Tracy quand cette gracieuse dame a l'obligeance de te prêter ses mouchoirs? Aramis lança à D'Artagnan un de ces regards qui font comprendre à un homme qu'il vient de s'acquérir un ennemi mortel. Puis, reprenant son air doucereux: vous vous trompez, messieurs, dit-il, ce mouchoir n'est pas à moi, et je ne sais pourquoi monsieur a eu la fantaisie de me le remettre plutôt qu'à l'un de vous, et la preuve de ce que je dis, c'est que voici le mien dans ma poche. À ces mots, il tira son propre mouchoir fort élégant aussi, et de fine batiste, quoique la batiste fût chère à cette époque, mais mouchoir sans broderie, sans armes, et orné d'un seul chiffre, celui de son propriétaire. Cette fois, D'Artagnan ne souffla pas mot. Il avait reconnu sa bévue, mais les amis d'Aramis ne se laissèrent pas convaincre par ces dénégations, et l'un d'eux, s'adressant au jeune mousquetaire avec un sérieux affecté: si c'était cela, dit-il, ainsi que tu le prétends, je serais forcé, mon cher Aramis, de te le redemander, car comme tu le sais, Bois Tracy est un de mes intimes,
et je ne veux pas qu'on fasse trophée des effets de sa femme. Tu demandes cela mal, répondit Aramis, et tout en reconnaissant la justesse de ta réclamation quant au fond, je refuserais à cause de la forme. Le fait est, hasarda timidement d'Artagnan, que je n'ai pas vu sortir le mouchoir de la poche de M. Aramis. Il avait le pied dessus, voilà tout, et j'ai pensé que, puisqu'il avait le pied dessus, le mouchoir était à lui. Et vous vous êtes trompé, mon cher monsieur, répondit froidement Aramis, peu sensible à la réparation. Puis, se retournant vers celui des gardes, qui s'était déclaré l'ami de Bois Tracy, d'ailleurs, continua-t-il, je réfléchis, mon cher intime de Bois Tracy, que je suis son ami non moins tendre que tu peux l'être toi-même, de sorte qu'à la rigueur, ce mouchoir peut aussi bien être sorti de ta poche que de la mienne. Non, sur mon honneur, s'écria le garde de sa majesté. Tu vas jurer sur ton honneur et moi sur ma parole. Et alors, il y aura évidemment un de nous qui mentira. Tiens, faisons mieux, Montaran. Prenons-en chacun la moitié. Du mouchoir? Oui, parfaitement, s'écrièrent les deux autres gardes. Le jugement du roi Salomon. Décidément, Aramis, tu es plein de sagesse. Les jeunes gens éclatèrent de rire, et comme on le pense bien, l'affaire n'eut pas d'autre suite. Au bout d'un instant, la conversation cessa, et les trois gardes et le mousquetaire, après s'être cordialement serré la main, tirèrent, les trois gardes de leur côté et Aramis du sien. Voilà le moment de faire ma paix avec ce galant homme, se dit à part lui d'Artagnan, qui s'était tenu un peu à l'écart pendant toute la dernière partie de cette conversation, et sur ce bon sentiment, se rapprochant d'Aramis, qui s'éloignait sans faire autrement attention à lui. Monsieur, lui dit-il, vous m'excuserez, je l'espère. Ah, monsieur, interrompit Aramis, permettez-moi de vous faire observer que vous n'avez point agi en cette circonstance comme un galant homme le devait faire. Quoi, monsieur? S'écria d'Artagnan. Vous supposez? Je suppose, monsieur, que vous n'êtes pas un sot, et que vous savez bien, quoiqu'arrivant de Gascogne, qu'on ne marche pas sans cause sur les mouchoirs de poche. Que diable, Paris n'est point pavé en batiste. Monsieur, vous avez tort de chercher à m'humilier, dit d'Artagnan, chez qui le naturel querelleur commençait à parler plus haut que les résolutions pacifiques. Je suis de Gascogne, c'est vrai, et puisque vous le savez, je n'aurai pas besoin de vous dire que les Gascons sont peu endurants, de sorte que, lorsqu'ils se sont excusés une fois, fût-ce d'une sottise, ils sont convaincus qu'ils ont déjà fait moitié plus qu'ils ne devaient faire. Monsieur, ce que je vous en dis, répondit Aramis, n'est point pour vous chercher une querelle. Dieu merci, je ne suis pas un spadassin, et n'étant mousquetaire que par intérim, je ne me bats que lorsque j'y suis forcé, et toujours avec une grande répugnance. Mais cette fois, l'affaire est grave, car voici une dame compromise par vous. Par nous, c'est-à-dire, s'écria d'Artagnan. Pourquoi avez-vous eu la maladresse de me rendre le mouchoir? Pourquoi avez-vous eu celle de le laisser tomber? Je l'ai dit, et je le répète, monsieur, que ce mouchoir n'est point sorti de ma poche. Eh bien, vous en avez menti deux fois, monsieur, car je l'en ai vu sortir, moi. Ah, vous le prenez sur ce ton, monsieur le Gascon. Eh bien, je vous apprendrai à vivre. Et moi, je vous renverrai à votre messe, monsieur l'abbé. Dégainez, s'il vous plaît, et à l'instant même. Non pas, s'il vous plaît, mon bel ami, non pas ici, du moins. Ne voyez-vous pas que nous sommes en face de l'hôtel d'Aiguillon, lequel est plein de créatures du cardinal? Qui me dit que ce n'est pas son éminence qui vous a chargé de lui procurer ma tête? Or j'y tiens ridiculement à ma tête, attendu qu'elle me semble aller assez correctement à mes épaules. Je veux donc vous tuer, soyez tranquille, mais vous tuer tout doucement, dans un endroit clos et couvert, là
où vous ne puissiez vous vanter de votre mort à personne. Je le veux bien, mais ne vous y fiez pas, et emportez votre mouchoir, qu'il vous appartienne ou non. Peut-être aurez-vous l'occasion de vous en servir. Monsieur est gascon? Demanda Aramis. Oui. Monsieur ne remet pas un rendez-vous par prudence? La prudence, monsieur, est une vertu assez inutile aux mousquetaires, je le sais, mais indispensable aux gens d'église. Et comme je ne suis mousquetaire que provisoirement, je tiens à rester prudent. À 2 heures, j'aurai l'honneur de vous attendre à l'hôtel de monsieur de Tréville. Là, je vous indiquerai les bons endroits. Les deux jeunes gens se saluèrent. Puis Aramis s'éloigna en remontant la rue qui remontait au Luxembourg, tandis que d'Artagnan, voyant que l'heure s'avançait, prenait le chemin des Carmes Deschaux, tout en disant à part soi: décidément, je n'en puis pas revenir, mais au moins, si je suis tué, je serai tué par un mousquetaire. Chapitre 4. Chapitre 5 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 5. Les mousquetaires du roi et les gardes de monsieur le cardinal. D'Artagnan ne connaissait personne à Paris. Il alla donc au rendez-vous d'Athos sans amener de second, résolu de se contenter de ceux qu'aurait choisis son adversaire. D'ailleurs, son intention était formelle de faire au brave mousquetaire toutes les excuses convenables, mais sans faiblesse, craignant qu'il ne résultât de ce duel ce qui résulte toujours de fâcheux dans une affaire de ce genre, quand un homme jeune et vigoureux se bat contre un adversaire blessé et affaibli. Vaincu, il double le triomphe de son antagoniste. Vainqueur, il est accusé de forfaiture et de facile audace. Au reste, ou nous avons mal exposé le caractère de notre chercheur d'aventures, ou notre lecteur a déjà dû remarquer que d'Artagnan n'était point un homme ordinaire. Aussi, tout en se répétant à lui-même que sa mort était inévitable, il ne se résigna point à mourir tout doucettement, comme un autre moins courageux et moins modéré que lui eût fait à sa place. Il réfléchit aux différents caractères de ceux avec lesquels il allait se battre, et commença à voir plus clair dans sa situation. Il espérait, grâce aux excuses loyales qu'il lui réservait, se faire un ami d'Athos, dont l'air grand seigneur et la mine austère lui agréaient fort. Il se flattait de faire peur à Porthos avec l'aventure du baudrier, qu'il pouvait, s'il n'était pas tué sur le coup, raconter à tout le monde, récit qui, poussé adroitement à l'effet, devait couvrir Porthos de ridicule. Enfin, quant au sournois Aramis, il n'en avait pas très grand-peur, et en supposant qu'il arrivât jusqu'à lui, il se chargeait de l'expédier bel et bien, ou du moins, en le frappant au visage, comme César avait recommandé de faire aux soldats de Pompée, d'endommager à tout jamais cette beauté dont il était si fier. Ensuite, il y avait chez d'Artagnan ce fond inébranlable de résolution qu'avaient déposé dans son cœur les conseils de son père, conseils dont la substance était ne rien souffrir de personne que du roi, du cardinal et de monsieur de Tréville. Il vola donc, plutôt qu'il ne marcha, vers le couvent des Carmes Déchaussés, ou plutôt Deschaux, comme on disait à cette époque, sorte de bâtiment sans fenêtres, bordé de prés arides, succursale du pré aux clercs, et qui servait d'ordinaire aux rencontres des gens qui n'avaient pas de temps à perdre. Lorsque d'Artagnan arriva, en vue du petit terrain vague qui s'étendait au pied de ce monastère, Athos attendait depuis 5 minutes seulement.
et midi sonnait. Il était donc ponctuel comme la Samaritaine, et le plus rigoureux casuiste à l'égard des duels n'avait rien à dire. Athos, qui souffrait toujours cruellement de sa blessure, quoiqu'elle eût été pansée à neuf par le chirurgien de M. de Tréville, s'était assis sur une borne et attendait son adversaire avec cette contenance paisible et cet air digne qui ne l'abandonnaient jamais. À l'aspect de D'Artagnan, il se leva et fit poliment quelques pas au-devant de lui. Celui-ci, de son côté, n'aborda son adversaire que le chapeau à la main et sa plume traînant jusqu'à terre. Monsieur, dit Athos, j'ai fait prévenir 2 de mes amis qui me serviront de seconds. Mais ces 2 amis ne sont point encore arrivés. Je m'étonne qu'ils tardent. Ce n'est pas leur habitude. Je n'ai pas de second, moi, monsieur, dit D'Artagnan, car, arrivé d'hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne que M. de Tréville, auquel j'ai été recommandé par mon père, qui a l'honneur d'être quelque peu de ses amis. Athos réfléchit un instant. Vous ne connaissez que M. de Tréville demanda-t-il. Oui, monsieur, je ne connais que lui. Ah çà, mais, continua Athos, parlant à moitié à lui-même, moitié à D'Artagnan, ah çà, mais si je vous tue, j'aurai l'air d'un mangeur d'enfants, moi. Pas trop, monsieur, répondit D'Artagnan avec un salut qui ne manquait pas de dignité. Pas trop, puisque vous me faites l'honneur de tirer l'épée contre moi avec une blessure dont vous devez être fort incommodé. Très incommodé, sur ma parole. Et vous m'avez fait un mal du diable, je dois le dire. Mais je prendrai la main gauche. C'est mon habitude en pareille circonstance. Ne croyez donc pas que je vous fasse une grâce. Je tire promptement des 2 mains. Et il y aura même des avantages pour vous. Un gaucher est très gênant pour les gens qui ne sont pas prévenus. Je regrette de ne pas vous avoir fait part plus tôt de cette circonstance. Vous êtes vraiment, monsieur, dit D'Artagnan en s'inclinant de nouveau, d'une courtoisie dont je vous suis on ne peut plus reconnaissant. Vous me rendez confus, répondit Athos avec son air de gentilhomme. Causons donc d'autre chose, je vous prie, à moins que cela ne vous soit désagréable. Ah, semble que vous m'avez fait mal, l'épaule me brûle. Si vous vouliez permettre, dit D'Artagnan avec timidité. Quoi, monsieur? J'ai un baume miraculeux pour les blessures, un baume qui me vient de ma mère et dont j'ai fait l'épreuve sur moi-même. Eh bien, je suis sûr qu'en moins de 3 jours, ce baume vous guérirait, et au bout de 3 jours, quand vous seriez guéri, eh bien, monsieur, ce me serait toujours un grand honneur d'être votre homme. D'Artagnan dit ces mots avec une simplicité qui faisait honneur à sa courtoisie, sans porter aucunement atteinte à son courage. Pardieu, monsieur, dit Athos, voici une proposition qui me plaît. Non pas que je l'accepte, mais elle sent son gentilhomme d'une lieue. C'est ainsi que parlaient et faisaient ces preux du temps de Charlemagne, sur lesquels tout cavalier doit chercher à se modeler. Malheureusement, nous ne sommes plus au temps du grand empereur, nous sommes au temps de monsieur le cardinal, et d'ici à 3 jours, on saurait, si bien gardé que soit le secret, on saurait, dis-je, que nous devons nous battre, et l'on s'opposerait à notre combat. Ah çà, mais ces flâneurs ne viendront donc pas? Si vous êtes pressé, monsieur, dit D'Artagnan à Athos, avec la même simplicité qu'un instant auparavant il lui avait proposé de remettre le duel à 3 jours, si vous êtes pressé, et qu'il vous plaise de m'expédier tout de suite, ne vous gênez pas, je vous en prie. Voilà encore un mot qui me plaît, dit Athos, en faisant un gracieux signe de tête à D'Artagnan. Il n'est point d'un homme sans cervelle, et il est à coup sûr d'un homme de cœur. Monsieur, j'aime les hommes de votre trempe, et je vois que si nous ne nous tuons pas l'un l'autre, j'aurai plus tard un vrai plaisir dans votre conversation. Attendons ces messieurs, je vous prie. J'ai tout le temps, et cela sera plus correct. Ah, en voici un, je crois. En effet, au bout de la rue de Vaugirard
commençait à apparaître le gigantesque Porthos. Quoi? S'écria D'Artagnan. Votre premier témoin est M. Porthos? Oui. Cela vous contrarie-t-il? Non, aucunement. Et voici le second. D'Artagnan se retourna du côté indiqué par Athos et reconnut Aramis. Quoi? S'écria-t-il d'un accent plus étonné que la première fois. Votre second témoin est M. Aramis? Sans doute. Ne savez-vous pas qu'on ne nous voit jamais l'un sans l'autre, et qu'on nous appelle, dans les mousquetaires et dans les gardes, à la cour et à la ville, Athos, Porthos et Aramis, ou les trois inséparables? Après cela, comme vous arrivez de Dax ou de Pau, de Tarbes, dit D'Artagnan. Il vous est permis d'ignorer ce détail, dit Athos. Ma foi, dit D'Artagnan, vous êtes bien nommés, messieurs, et mon aventure, si elle fait quelque bruit, prouvera du moins que votre union n'est point fondée sur les contrastes. Pendant ce temps, Porthos s'était rapproché, avait salué de la main Athos, puis, se retournant vers D'Artagnan, était resté tout étonné. Disons en passant qu'il avait changé de baudrier et quitté son manteau. Ah, ah, fit-il, qu'est-ce que cela? C'est avec monsieur que je me bats, dit Athos, en montrant de la main D'Artagnan et en le saluant du même geste. C'est avec lui que je me bats aussi, dit Porthos. Mais à une heure seulement, répondit D'Artagnan. Et moi aussi, c'est avec monsieur que je me bats, dit Aramis en arrivant à son tour sur le terrain. Mais à 2 heures seulement, fit D'Artagnan, avec le même calme. Mais à propos de quoi te bats-tu, toi, Athos? Demanda Aramis. Ma foi, je ne sais pas trop. Il m'a fait mal à l'épaule. Et toi, Porthos? Ma foi, je me bats parce que je me bats, répondit Porthos en rougissant. Athos, qui ne perdait rien, vit passer un sourire sur les lèvres du Gascon. Nous avons eu une discussion sur la toilette, dit le jeune homme. Et toi, Aramis? Demanda Athos. Moi, je me bats pour cause de théologie, répondit Aramis, tout en faisant signe à D'Artagnan qu'il le priait de tenir secrète la cause de son duel. Athos vit passer un second sourire sur les lèvres de D'Artagnan. Vraiment, dit Athos. Oui, un point de Saint-Augustin sur lequel nous ne sommes pas d'accord, dit le Gascon. Décidément, c'est un homme d'esprit, murmura Athos. Et maintenant que vous êtes rassemblés, messieurs, dit D'Artagnan, permettez-moi de vous faire mes excuses. À ce mot d'excuse, un nuage passa sur le front d'Athos, un sourire hautain glissa sur les lèvres de Porthos, et un signe négatif fut la réponse d'Aramis. Vous ne me comprenez pas, monsieur, dit D'Artagnan, en relevant sa tête, sur laquelle jouait en ce moment un rayon de soleil qui en dorait les lignes fines et hardies. Je vous demande excuse dans le cas où je ne pourrais vous payer ma dette à tous trois, car monsieur Athos a le droit de me tuer le premier, ce qui ôte beaucoup de sa valeur à votre créance, monsieur Porthos, et ce qui rend la vôtre à peu près nulle, monsieur Aramis. Et maintenant, messieurs, je vous le répète, excusez-moi, mais de cela seulement, et en garde. À ces mots, du geste le plus cavalier qui se puisse voir, D'Artagnan tira son épée. Le sang était monté à la tête de D'Artagnan, et dans ce moment, il eût tiré son épée contre tous les mousquetaires du royaume, comme il venait de faire contre Athos, Porthos et Aramis. Il était 12:15. Le soleil était à son zénith, et l'emplacement choisi pour être le théâtre du duel se trouvait exposé à toute son ardeur. Il fait très chaud, dit Athos en tirant son épée à son tour. Et cependant, je ne saurais ôter mon pourpoint, car tout à l'heure encore, j'ai senti que ma blessure saignait, et je craindrais de gêner monsieur en lui montrant du sang qu'il ne m'aurait pas tiré lui-même. C'est vrai, monsieur, dit D'Artagnan, et tiré par un autre ou par moi, je vous assure que je verrai toujours avec bien du regret le sang d'un aussi brave gentilhomme. Je me battrai donc en pourpoint comme vous.
Voyons, voyons, dit Porthos, assez de compliments comme cela, et songez que nous attendons notre tour. Parlez pour vous seul, Porthos, quand vous aurez à dire de pareilles incongruités, interrompit Aramis. Quant à moi, je trouve les choses que ces messieurs se disent fort bien dites et tout à fait dignes de deux gentilshommes. Quand vous voudrez, monsieur, dit Athos en se mettant en garde. J'attendais vos ordres, dit D'Artagnan en croisant le fer. Mais les deux rapières avaient à peine résonné en se touchant qu'une escouade des gardes de son éminence, commandée par m de Jussac, se montra à l'angle du couvent. Les gardes du cardinal, s'écrièrent à la fois Porthos et Aramis. L'épée au fourreau, messieurs, l'épée au fourreau. Mais il était trop tard. Les deux combattants avaient été vus dans une pose qui ne permettait pas de douter de leurs intentions. Holà, cria Jussac en s'avançant vers eux et en faisant signe à ses hommes d'en faire autant. Holà, mousquetaires, on se bat donc ici? Et les édits, qu'en faisons-nous? Vous êtes bien généreux, messieurs les gardes, dit Athos plein de rancune, car Jussac était un des agresseurs de l'avant-veille. Si nous vous voyions battre, je vous réponds, moi, que nous nous garderions bien de vous en empêcher. Laissez-nous donc faire, et vous allez avoir du plaisir sans prendre aucune peine. Messieurs, dit Jussac, c'est avec un grand regret que je vous déclare que la chose est impossible. Notre devoir avant tout. Rengainez donc, s'il vous plaît, et nous suivez. Monsieur, dit Aramis parodiant Jussac, ce serait avec un grand plaisir que nous obéirions à votre gracieuse invitation, si cela dépendait de nous. Mais malheureusement, la chose est impossible. Monsieur de Tréville nous l'a défendu. Passez donc votre chemin. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Cette raillerie exaspéra Jussac. Nous vous chargerons donc, dit-il, si vous désobéissez. Ils sont 5, dit Athos à demi-voix, et nous ne sommes que 3. Nous serons encore battus, et il nous faudra mourir ici, car je le déclare, je ne reparais pas vaincu devant le capitaine. Alors, Porthos et Aramis se rapprochèrent à l'instant les uns des autres, pendant que Jussac alignait ses soldats. Ce seul moment suffit à D'Artagnan pour prendre son parti. C'était là un de ces événements qui décident de la vie d'un homme. C'était un choix à faire entre le roi et le cardinal. Ce choix fait, il fallait y persévérer. Se battre, c'est-à-dire désobéir à la loi, c'est-à-dire risquer sa tête, c'est-à-dire se faire d'un seul coup l'ennemi d'un ministre plus puissant que le roi lui-même, voilà ce qu'entrevit le jeune homme, et disons-le à sa louange, il n'hésita point une seconde. Se tournant donc vers Athos et ses amis, messieurs, dit-il, je reprendrai, s'il vous plaît, quelque chose à vos paroles. Vous avez dit que vous n'étiez que 3, mais il me semble à moi que nous sommes 4. Mais vous n'êtes pas des nôtres, dit Porthos. C'est vrai, répondit D'Artagnan, je n'ai pas l'habit, mais j'ai l'âme. Mon cœur est mousquetaire, je le sens bien, monsieur, et cela m'entraîne. Écartez-vous, jeune homme, cria Jussac, qui, sans doute à ses gestes et à l'expression de son visage, avait deviné le dessein de D'Artagnan. Vous pouvez vous retirer, nous y consentons. Sauvez votre peau, allez vite. D'Artagnan ne bougea point. Décidément, vous êtes un joli garçon, dit Athos, en serrant la main du jeune homme. Allons, allons, prenons un parti, reprit Jussac. Voyons, dirent Porthos et Aramis, faisons quelque chose. Monsieur est plein de générosité, dit Athos. Mais tous trois pensaient à la jeunesse de D'Artagnan et redoutaient son inexpérience. Nous ne serons que 3, dont un blessé, plus un enfant, reprit Athos, et l'on n'en dira pas moins que nous étions 4 hommes. Oui, mais reculez, dit Porthos. C'est difficile, reprit Athos. D'Artagnan comprit leur irrésolution. Messieurs, essayez-moi toujours, dit-il, et je vous jure sur l'honneur que je ne veux pas m'en aller d'ici si nous sommes vaincus. Comment vous appelle-t-on, mon brave?
dit Athos. D'Artagnan, monsieur. Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et d'Artagnan, en avant, cria Athos. Eh bien, voyons, messieurs, vous décidez-vous à vous décider? Cria pour la troisième fois Jussac. C'est fait, messieurs, dit Athos. Et quel parti prenez-vous? demanda Jussac. Nous allons avoir l'honneur de vous charger, répondit Aramis en levant son chapeau d'une main et tirant son épée de l'autre. Ah, vous résistez, s'écria Jussac. Sangdieu, cela vous étonne? Et les 9 combattants se précipitèrent les uns sur les autres avec une furie qui n'excluait pas une certaine méthode. Athos prit un certain Cahusac, favori du cardinal. Porthos eut Biscarat, et Aramis se vit en face de 2 adversaires. Quant à D'Artagnan, il se trouva lancé contre Jussac lui-même. Le cœur du jeune Gascon battait à lui briser la poitrine, non pas de peur, Dieu merci, il n'en avait pas l'ombre, mais d'émulation. Il se battait comme un tigre en fureur, tournant 10 fois autour de son adversaire, changeant 20 fois ses gardes et son terrain. Jussac était, comme on le disait alors, friand de la lame, et avait fort pratiqué. Cependant, il avait toutes les peines du monde à se défendre contre un adversaire qui, agile et bondissant, s'écartait à tout moment des règles reçues, attaquant de tous côtés à la fois, et tout cela en parant en homme qui a le plus grand respect pour son épiderme. Enfin, cette lutte finit par faire perdre patience à Jussac. Furieux d'être tenu en échec par celui qu'il avait regardé comme un enfant, il s'échauffa et commença à faire des fautes. D'Artagnan, qui, à défaut de la pratique, avait une profonde théorie, redoubla d'agilité. Jussac, voulant en finir, porta un coup terrible à son adversaire en se fendant à fond. Mais celui-ci para prime, et tandis que Jussac se relevait, se glissant comme un serpent sous son fer, il lui passa son épée au travers du corps. Jussac tomba comme une masse. D'Artagnan jeta alors un coup d'œil inquiet et rapide sur le champ de bataille. Aramis avait déjà tué un de ses adversaires, mais l'autre le pressait vivement. Cependant, Aramis était en bonne situation et pouvait encore se défendre. Biscarat et Porthos venaient de faire coup fourré. Porthos avait reçu un coup d'épée au travers du bras et Biscarat au travers de la cuisse. Mais comme ni l'une ni l'autre des 2 blessures n'était grave, il ne s'en escrimait qu'avec plus d'acharnement. Athos, blessé de nouveau par Cahusac, pâlissait à vue d'oeil, mais il ne reculait pas d'une semelle. Il avait seulement changé son épée de main et se battait de la main gauche. D'Artagnan, selon les lois du duel à cette époque, pouvait secourir quelqu'un. Pendant qu'il cherchait du regard celui de ses compagnons qui avait besoin de son aide, il surprit un coup d'œil d'Athos. Ce coup d'œil était d'une éloquence sublime. Athos serait mort plutôt que d'appeler au secours, mais il pouvait regarder et du regard demander un appui. D'Artagnan le devina, fit un bond terrible et tomba sur le flanc de Cahusac en criant: à moi, monsieur le garde, je vous tue. Cahusac se retourna. Il était temps. Athos, que son extrême courage soutenait seul, tomba sur un genou. Sangdieu, cria-t-il à D'Artagnan, ne le tuez pas, jeune homme, je vous en prie. J'ai une vieille affaire à terminer avec lui, quand je serai guéri et bien portant. Désarmez-le seulement, liez-lui l'épée. C'est cela. Bien, très bien. Cette exclamation était arrachée à Athos par l'épée de Cahusac qui sautait à 20 pas de lui. D'Artagnan et Cahusac s'élancèrent ensemble, l'un pour la ressaisir, l'autre pour s'en emparer. Mais D'Artagnan, plus leste, arriva le premier et mit le pied dessus. Cahusac courut à celui des gardes qu'avait tué Aramis, s'empara de sa rapière et voulut revenir à D'Artagnan. Mais sur son chemin, il rencontra Athos, qui, pendant cette pause d'un instant que lui avait procurée d'Artagnan,
avait repris haleine et qui, de crainte que d'Artagnan ne lui tuât son ennemi, voulait recommencer le combat. D'Artagnan comprit que ce serait désobliger Athos que de ne pas le laisser faire. En effet, quelques secondes après, Cahusac tomba, la gorge traversée d'un coup d'épée. Au même instant, Aramis appuyait son épée contre la poitrine de son adversaire renversé et le forçait à demander merci. Restaient Porthos et Biscarat. Porthos faisait 1000 fanfaronnades, demandant à Biscarat quelle heure il pouvait bien être, et lui faisant ses compliments sur la compagnie que venait d'obtenir son frère dans le régiment de Navarre. Mais, tout en raillant, il ne gagnait rien. Biscarat était un de ces hommes de fer qui ne tombent que morts. Cependant, il fallait en finir. Le guet pouvait arriver et prendre tous les combattants, blessés ou non, royalistes ou cardinalistes. Athos, Aramis et D'Artagnan entourèrent Biscarat et le sommèrent de se rendre. Quoique seul contre tous, et avec un coup d'épée qui lui traversait la cuisse, Biscarat voulait tenir, mais Jussac, qui s'était relevé sur son coude, lui cria de se rendre. Biscarat était un Gascon comme D'Artagnan. Il fit la sourde oreille et se contenta de rire, et entre deux parades, trouvant le temps de désigner, du bout de son épée, une place à terre, ici, dit-il, parodiant un verset de la Bible, ici mourra Biscarat, seul de ceux qui sont avec lui. Mais ils sont 4 contre toi. Finis-en, je te l'ordonne. Ah, si tu l'ordonnes, c'est autre chose, dit Biscarat. Comme tu es mon brigadier, je dois obéir. Et, faisant un bond en arrière, il cassa son épée sur son genou pour ne pas la rendre, en jeta les morceaux par-dessus le mur du couvent et se croisa les bras en sifflant un air cardinaliste. La bravoure est toujours respectée, même dans un ennemi. Les mousquetaires saluèrent Biscarat de leurs épées et les remirent au fourreau. D'Artagnan en fit autant, puis, aidé de Biscarat, le seul qui fût resté debout, il porta sur le porche du couvent Jussac, Cahusac et celui des adversaires d'Aramis qui n'était que blessé. Le quatrième, comme nous l'avons dit, était mort. Puis ils sonnèrent la cloche, et, emportant 4 épées sur 5, ils s'acheminèrent, ivres de joie, vers l'hôtel de M de Tréville. On les voyait entrelacés, tenant toute la largeur de la rue, et accostant chaque mousquetaire qu'ils rencontraient, si bien qu'à la fin, ce fut une marche triomphale. Le cœur de D'Artagnan nageait dans l'ivresse. Il marchait entre Athos et Porthos, en les étreignant tendrement. Si je ne suis pas encore mousquetaire, dit-il à ses nouveaux amis en franchissant la porte de l'hôtel de M de Tréville, au moins me voilà reçu apprenti, n'est-ce pas? Chapitre 5.